C'était en 68, il y a eu, ces années-là, des incidents répétés avec la police qui fracassaient les caméras, venaient saisir les films de presse. Elle n'admettait pas sur les lieux d'une manifestation des journalistes qui n'avaient pas une carte de presse de la police. C'était la police qui émettait des cartes de presse, figurez-vous. C'est très facile de dire, par exemple, que les journaux propagent la violence. C'est très facile aussi de dire que, je sais pas, les films de cow-boys vus par les enfants forment des criminels. Ce sont des idées reçues et des clichés. Et devant ça, on était dépourvu de toute force collective, de toute organisation crédible. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a décidé de faire une sorte d'états généraux. On a réuni une centaine de journalistes de tous les milieux et on a nommé une troupe de 7 personnes, 7 journalistes dont moi-même, qu'on appelait la mission itinérante. Avec mandat de consulter tout le monde. Il y a eu cet été-là 17 assemblées régionales ou sectorielles. Claude Beauchamp, qu'est-ce qui ressort de ce colloque d'information? Qu'il y a énormément de problèmes dans l'information. Il y a un fossé qui sépare le produit de l'information et de ceux à qui il s'adresse. On a invité le public à venir aujourd'hui et on a réalisé qu'entre les informateurs et le public, pour qui l'informateur travaille, il y avait un lien difficile à établir. Le public québécois, les Québécois doivent avoir droit à l'information gouvernementale, une information honnête, une information complète. Or, on se rend compte, l'étude dont le Congrès a été saisi, une étude très exhaustive, révèle que les Québécois ne reçoivent à l'heure actuelle que de l'information du Parti libéral à toute fin utile. Il y a une grosse machine à propagande qui existe et qui s'est développée presque à travers l'ensemble de l'appareil gouvernemental et on ne rate pas une occasion de donner une information extrêmement partisane. C'est une manipulation ad nauseam de l'information. Le moment le plus difficile, c'était le congrès annuel. Ça, on mettait beaucoup d'énergie, puis il venait à peu près 50 personnes. Comme un cordonnier mal chaussé. Le principal problème des membres de la FPJQ, c'était la communication. Il n'y avait pas d'informations qui circulaient, on n'avait pas d'argent pour la faire circuler, mais j'ai réuni un petit groupe de conseillers, entre guillemets. Je nous revois d'ailleurs dans une salle, je ne sais pas où c'était, et on est arrivé avec l'idée d'avoir un journal et de transmettre l'information aux membres de cette façon-là. Il y avait une feuille d'information qui circulait avant, mais je me souviens pas de quoi ça allait l'air. Là, on s'est dit, ça nous prend un vrai journal. Et on a fondé le 30. Il y a un enthousiasme pour la Fédération actuellement qui dépend de deux choses, je pense, de la conjoncture politique. On est dans une période où les journalistes sont très sollicités. On a besoin d'eux parce qu'il y a des grands enjeux politiques. Puis deuxièmement, on est dans une période où depuis 6 mois, il y a beaucoup de médias, d'informations qui ne paraissent pas. Donc les gens réfléchissent sur l'exercice de leur métier. À ce moment-là, on avait décidé de faire une enquête sur la situation des femmes en information. C'était Jean-François Lépine qui était président. Et j'avais été chargée de piloter cette enquête de la Fédération. Il y avait tout le problème aussi du déséquilibre au niveau des salaires. On se rendait compte que pour le même travail, la fille était bien moins payée, des contrats, j'en ai eu. Puis on essayait de voir, mais pourquoi est-ce qu'il est payé plus que moi pour faire exactement ce que je fais? Et on avait monté une équipe du tonnerre, je vous dirais. Cette équipe de filles très dévouées a vraiment contacté presque tout le réseau des femmes qui existaient au Québec, c'est pas compliqué. Et pendant presque toute l'année qui a précédé le congrès, il y a eu des contacts fréquents. Ce qui fait que quand l'annonce du congrès est tombée, qu'on allait parler de la situation des femmes en information, les congrès qui jusqu'à ce moment-là étaient bien tranquilles, 200, 300, 400 personnes, et là tout à coup, des gens débarquaient de partout. Il y avait, à la table d'inscription, les gens étaient débordés, ils disaient, mais d'où ça sort tout ce monde-là?
Ici Daniel Pinard. Au colloque de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, plus de 800 femmes ont rompu le mur du silence. Et je me souviens d'avoir dépensé beaucoup d'énergie avec d'autres femmes à essayer de mettre sur pied une garderie pour pouvoir continuer de travailler. Et de me faire dire, de m'être fait dire dans des équipes, « Ah, pas encore le dossier de garderie. » On dit toujours la même chose, c'est tellement plate, c'est tellement tannant. Vous n'êtes pas tanné de toujours demander. Il y en a des garderies, arrêtez de chialer pour les garderies. Alors toi, tu te débats, tu essaies d'avoir des permis. Dans ce temps-là, c'était très, très difficile, notre show pas. Hein? Puis tu vis ça 24 heures par jour, puis t'es pogné, puis à un moment donné, tu te dis, je vais l'amener travailler, ils vont bien voir. Le Conseil de presse et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec demandent au ministre québécois de la Justice d'assurer une certaine immunité aux journalistes devant les tribunaux. En octobre dernier, la Sûreté du Québec a saisi des bandes magnétoscopiques tournées par une équipe de Radio-Canada lors d'une manifestation au manoir Richelieu. Et la semaine dernière, un photographe et un journaliste du quotidien La Presse ont été forcés de témoigner à l'enquête sur la mort de Gaston Harvey. S'il n'existe pas un minimum de confiance que cette information-là sera diffusée sans que ça entraîne des conséquences malheureuses pour la personne qui les livre, si cette relation de confiance-là n'existe pas, on ne pourra plus ni faire notre métier, ni informer le public. Le cas est sans précédent au pays. Jamais un journaliste n'a été accusé à la suite d'une fuite budgétaire. Cet après-midi, le journaliste Doug Small a reçu de la GRC une sommation de comparaître en cours le 12 juin parce qu'il a brandi le budget en bref au petit écran. Moi, je pense qu'il avait raison de considérer que c'était d'intérêt public, donc de le diffuser. Et des accusations à ce moment-ci sont déplorables parce que c'est potentiellement une atteinte à la liberté de la presse. Écoute, on était enfermés tout seuls. On sortait de travailler ici, on sortait à Panay, on allait dans notre petit local, on écrivait à la main les enveloppes, on collait les timbres, on allait poster, on faisait... C'était ça, la Fédération. C'est qu'il y a eu Jean-Pierre Gagné qui est arrivé comme secrétaire général à la Fédération. Ah, écoute, c'était le paradis pour moi, là.